Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invitée santé aujourd'hui. C'est vous, docteur Catherine Lacronière. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et l'auteur du livre L'alimentation anti-inflammatoire naturellement healthy chez Albin Michel. Alors justement, avant de passer dans notre assiette, on va reprendre le sujet à la base. On va refaire avec vous l'inflammation pour les nuls, pour bien comprendre de quoi on parle. Déjà, c'est quoi l'inflammation? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours quelque chose de mauvais ou ça peut être bien? Alors là, on parle d'inflammation aiguë, c'est un mécanisme vital. Sans cette inflammation, eh bien, nous ne pourrions pas survivre. Quand vous êtes confronté à un agresseur, par exemple, quand vous avez une écharde qui vous rentre dans le doigt, l'organisme va mettre en marche tout un ensemble de processus de défense avec des cellules, de l'immunité, des médiateurs qui ont pour but de circonscrire cet agresseur, de le neutraliser et puis après de vous entraîner vers la guérison. Donc l'inflammation aiguë, elle est obligatoire et elle se traduit souvent par 3 signes que vous connaissez bien: rougeur, chaleur, douleur. Bon, et là où ça pose problème, par contre, c'est quand elle devient chronique, cette inflammation. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure avec Saverio, il y a même des répercussions mentales. Mais là, donc, elle devient vraiment notre ennemie, cette inflammation, quand elle est tout le temps là, présente. Il se passe quoi? Je crois que vous comparez l'inflammation chronique à une ville fortifiée. Expliquez-nous. En fait, je compare le corps à une ville fortifiée, c'est-à-dire que quand un agresseur veut pénétrer, il se trouve confronté à des barrières. La peau, les muqueuses. Bon, parfois, il gagne, il rentre. Et là, il est en contact directement avec les soldats qui sont sur place, les cellules comme les macrophages qui vont essayer de l'englober, ce qu'on appelle la phagocytose, pour s'en débarrasser. Parfois, c'est pas suffisant. Alors, on appelle les troupes en renfort, on ouvre les vaisseaux pour que le transport se fasse facilement et arrive sur place les lymphocytes, par exemple. Et toute cette immunité qui est au départ innée puis acquise va faire en sorte de s'opposer à l'agresseur. Mais parfois, eh bien, les agresseurs perdurent, ils sont là tout le temps et l'inflammation va s'installer, se pérenniser, passer à la chronicité et c'est là, comme vous le disiez très bien, que d'amie, elle devient ennemie parce qu'elle va entraîner des dysfonctionnements de l'organe où elles sont. Par exemple, si on est dans le pancréas, eh bien, ça va favoriser le diabète. Si on est dans les cellules graisseuses, ça favorise l'obésité. Si on est dans les coronaires ou les carotides, on va favoriser les maladies cardiovasculaires. Alors, vous le disiez, il peut y avoir plusieurs causes possibles à cette inflammation. Je crois qu'il y a les 3 S. Quels sont-ils? Tout à fait, les 3 S. Le stress, on en parlait tout à l'heure, le mauvais sommeil et la sédentarité. Ce sont vraiment 3 facteurs qui aggravent l'installation et la pérennisation de l'inflammation. Ils ne sont pas seuls, il y a également tout ce qui est pesticides et polluants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont favoriser cette inflammation chronique. Donc vous avez dit le stress, il n'est pas bon et il crée cette inflammation chronique. C'est embêtant quand même d'entendre ça parce que du stress, il faut dire que depuis 2 ans, on est gâtés, quoi. Enfin, oui, alors là, on a été vraiment soumis avec cette pandémie à du stress. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont essayé de lutter contre en faisant du yoga à la maison ou de la méditation, en essayant de se retrouver parce que ce stress, peut-être qu'il ne va pas forcément vous aider à mieux résister à la Covid, mais par contre, il va vous faire développer d'autres maladies beaucoup plus compliquées. Alors, il y a notamment l'alimentation, c'est votre spécialité, docteur, un certain modèle alimentaire qui peut se cacher derrière une inflammation chronique, c'est-à-dire l'alimentation ultra transformée, les choses sont dites, donc des aliments qui sont riches en graisse, souvent cachée, en sucre également souvent caché, en sel. Maintenant, on sait que ces choses vont favoriser l'inflammation chronique. Des aliments qui sont vides, finalement, de vitamines, d'antioxydants, de fibres. Donc l'alimentation ultra transformée, c'est l'ouverture à l'inflammation chronique. Vous parlez notamment de l'acide arachidonique. C'est quoi ça exactement? L'acide arachidonique, c'est un acide gras d'une famille d'acides gras essentiels qui sont les oméga 6. Cet acide arachidonique, il est nécessaire à la vie. Il est présent dans la membrane, c'est-à-dire dans l'entourage des cellules. Mais c'est quand même lui qui est à la base de la cascade inflammatoire. Donc, si on en consomme plus, eh bien, on va plus en avoir au niveau des cellules. Donc, l'acide arachidonique, il est présent dans le jaune d'œuf. J'allais vous demander dans quel aliment on le trouve. Donc, il faut éviter trop de jaune d'œuf. Il ne faut pas le diaboliser non plus. C'est bon les œufs, on sait que finalement c'est un aliment important. Bon, mais pas manger que ça. Pareil, on va trouver ça dans les abats, dans le cœur, le foie. On aura plus d'acide arachidonique, mais c'est toujours pareil en nutrition. Ne diabolisons rien. Mangeons variés et équilibrés. Et puis il y a un autre ennemi, on le diabolise un peu, mais qui favorise l'inflammation, ce sont les acides trans. En fait, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah oui, alors là, je vais être beaucoup moins sympathique parce que je suis d'accord. Les acides gras trans
qu'on appelle aussi les graisses hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Eh bien, en fait, c'est le résultat de la transformation industrielle de graisses qui sont excellentes à la base, qui sont des huiles, qui vont subir une réaction qu'on appelle une hydrogénation partielle pour devenir des produits beaucoup plus solides, qui fondent dans la bouche. Vous y pensez quand vous mangez des chips ou certains gâteaux du commerce. Et le problème de ces acides gras trans, eh bien, c'est qu'ils favorisent d'une part les maladies cardiovasculaires et l'inflammation chronique. Et le problème également, c'est qu'on ne sait pas combien on en mange. C'est pour ça que je fais tous mes gâteaux moi-même, puis au moins, il n'y a pas de problème. D'accord, mais ça veut dire que fini les chips. Pas fini, mais bon, pourquoi pas faire vos chips à la maison ? Ah bah ça, tiens, je savais pas quoi faire. Elle fait déjà pas ses pâtes à la maison, alors. Et très bonne idée, docteur Lacronière. On va se retrouver dans un court instant. Nous allons continuer à vous parler de l'inflammation et surtout des moyens de la prévenir pour éviter peut-être certaines maladies grâce à l'alimentation. On passe dans votre assiette et vous verrez que cette cuisine anti-inflammatoire qui nous fait du bien est en plus délicieuse. On va tout vous détailler, donc restez sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vous parle de nutrition aujourd'hui. Et notre invitée, c'est vous, docteur Catherine Lacronière. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris et l'auteur du livre L'alimentation anti-inflammatoire naturellement healthy chez Albin Michel. Alors à présent, on passe justement dans notre frigo et notre assiette. Monsieur et madame tout le monde, par exemple, on peut se nourrir avec une alimentation anti-inflammatoire. Et je crois que la base, en fait, c'est un régime méditerranéen un peu élargi. Alors, c'est quoi exactement ? C'est tout à fait vrai. En fait, j'ai envie de dire que c'est à la croisée du régime méditerranéen et de l'alimentation ayurvédique. Le régime méditerranéen, on ne le présente plus. Beaucoup de végétaux, de légumes, fruits et légumes. Et ça, on le retrouve dans l'alimentation anti-inflammatoire. Des huiles, quand même, non ? Bien sûr, des acides gras essentiels, des huiles surtout riches en oméga 3, des céréales, mais complètes. On va éviter les farines blanches. Et puis, pourquoi l'alimentation ayurvédique ? Parce qu'il y a des herbes et des épices qui sont vraiment importants. Et docteur Lacronière, est-ce que c'est prouvé vraiment scientifiquement, ou c'est de par votre expérience que vous dites ça, finalement, que ce régime méditerranéen un peu élargi, finalement, c'est la nourriture anti-inflammatoire par excellence ? Alors, il y a énormément d'études, bien entendu, toujours en nutrition, on s'appuie sur des études scientifiques. Il y en a depuis des dizaines d'années. On s'est interrogé, bien entendu, sur l'intérêt de cette alimentation sur les maladies du siècle. On en a parlé tout à l'heure du diabète, des pathologies cardiovasculaires, mais aussi sur l'amélioration de la clinique des maladies inflammatoires chroniques, que ce soit les maladies inflammatoires chroniques. Quand vous dites l'amélioration de la clinique, c'est les symptômes des gens, etc. Le bien-être, les douleurs, aussi pour les maladies articulaires. Et puis, plus récemment, il y a une étude qui est ce qu'on appelle une méta-analyse, qui a regardé des études parues entre 1999 et 2020 sur l'intérêt de cette alimentation, sur la limitation et une meilleure guérison des infections respiratoires. Et il semble, alors on ne parle pas de la Covid, mais on parle de tous les virus, rhinovirus et autres, et il semble qu'une alimentation riche en curcuma, en gingembre, en vitamine C alimentaire, en vitamine D, en zinc et en oméga 3, mais également en ail, en oignon et en safran, eh bien cette alimentation, elle permet de mieux guérir et d'avoir des infections respiratoires de moins grande importance. Alors pour prévenir l'inflammation, vous dites qu'il faut une alimentation surtout très végétale, mais ça veut dire qu'on oublie la viande, tout ça ? Ah non, on n'oublie pas la viande, mais il y a viande et viande. On va limiter, c'est vrai, la viande rouge et puis particulièrement les viandes transformées. Encore une fois, on en revient. Exactement. C'est quoi les viandes transformées ? Ce sont par exemple les saucisses ? Alors tout à fait. Saucisses, c'est le corned beef anglais. On n'en mange pas trop en général. Oui, mais les saucisses, on en mange pas mal. Et les barbecues ? Les viandes transformées, ce sont aussi les charcuteries, j'imagine, c'est ça ? Tout à fait. Non, mais attendez, je parlais du barbecue, mais je crois que c'est l'ennemi numéro 1 de l'inflammation, parce que non seulement on a de la viande transformée, mais en plus il y a la cuisson. La cuisson, vous connaissez bien le sujet sur la nourriture anti-inflammatoire ? Oui, parce que moi je m'y intéresse beaucoup, parce que j'ai tendance à m'enflammer globalement. et effectivement, le barbecue, c'est l'ennemi public numéro 1. Pourquoi ? Oui, parce qu'on va cuire à très haute température
température et quand vous utilisez ces températures élevées, eh bien, vous allez créer des composants qu'on appelle les produits terminaux de la glycation. Désolée pour ce mot un petit peu barbare, mais on a une réaction entre protéines et sucre et ces produits terminaux de la glycation vont favoriser des pathologies délétères comme certains cancers. Et d'ailleurs, l'histoire des viandes rouges transformées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, qui disait qu'une surconsommation de viande transformée et même une consommation très importante de viande rouge était potentiellement cancérigène. Bon, allez, le saucisson, une fois tous les 15 jours, ça va? Oui, de toute façon, il ne faut rien interdire, on l'a dit, mais avec modération. Alors, on a dit donc beaucoup de végétaux, de la viande, mais de la bonne viande, on va dire, des oléagineux, des légumineuses, des céréales complètes, ok, mais aussi, il faut penser fibres quand on mange anti-inflammatoire, ça veut dire quoi? Donc, dans les légumes, là, encore une fois? Oui, surtout que l'alimentation des Français manque de fibres. Et les fibres, eh bien, c'est beaucoup de bénéfices. Non seulement c'est un transit de meilleure qualité et puis une limitation du passage du cholestérol. Donc, on peut améliorer son cholestérol avec les fibres, mais c'est également une bonne manière de nourrir son microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. Donc, les fibres, oui, elles sont anti-inflammatoires, elles sont bénéfiques pour la santé en règle générale. Vous nous rappelez où on peut trouver les petites fibres? Eh bien, dans tout ce qui est fruits et légumes. Encore une fois. Voilà, mais pas seulement. On en trouve également dans des produits comme les légumineuses. Il ne faut pas oublier aussi les légumes racines, qu'on les met à l'honneur. Donc, c'est vrai que les fibres, il faut en manger. On en trouve aussi dans les oléagineux pour pouvoir avoir... on peut lutter de les manière légumes plus racines, efficace. vous pensez au topinambour, au panais, à des choses comme ça? Oui, par exemple, dans les topinambours, il y a quelque chose qui s'appelle l'inuline, comme il y a dans l'artichaut, qui va nourrir notre microbiote et permettre de mieux lutter contre Allez, les on va acheter des infections locales. topinambours pour ce soir. Avec plaisir. Alors, le gluten, on en pense quoi, docteur? Parce que on en a fait l'ennemi public numéro 1, mais en termes d'inflammation, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, pas forcément pour tout le monde, mais le gluten, bien entendu, pour les gens qui sont intolérants au gluten, c'est un agresseur, ça c'est sûr. Mais on en parle de plus en plus pour les maladies chroniques inflammatoires. Les rhumatologues, en particulier, doivent penser, quand ils ont une maladie inflammatoire chronique des articulations, à vérifier si les patients ne présentent pas également une intolérance vraie au gluten, en vérifiant la présence d'anticorps anti-gluten dans le sang. Parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, l'alimentation riche en gluten est pro-inflammatoire. Alors, vous avez dit donc que le régime anti-inflammatoire par excellence, c'est un régime méditerranéen élargi à un régime finalement un peu ayurvédique parce que il faut beaucoup d'herbes et d'épices. Est-ce qu'il y en a des particulièrement intéressantes dans notre assiette? Alors là, on a le choix du roi. Vraiment, ça va du thym au romarin avec l'acide romarinus, avec à toutes les épices, curcuma, gingembre, graines de nigel. Non seulement on fait du bien à son corps, mais en plus, c'est bon. Est-ce qu'il faut absolument les avoir fraîches d'ailleurs, ces herbes? Parce qu'aujourd'hui, on peut les trouver en desséchées, enfin déshydratées, je veux dire. Est-ce que c'est plus intéressant si elles sont... J'achète la ciboulette fraîche plutôt que desséchée ou pas du tout? Elles ont chacune leur intérêt. Avec une herbe fraîche, vous allez conserver beaucoup mieux tout ce qui est vitamine, en particulier la vitamine C. Le problème, c'est que si vous mettez votre herbe fraîche à cuire, eh bien, de toute façon, elle va perdre des vitamines. Donc, on se poudre après, en fait, à la fin, c'est ça. Et dans le cas de la cuisson, on va peut-être préférer les herbes sèches qui vont avoir le temps de moins se... Moi, dans mon congélo, j'ai des petites herbes. C'est bien ça, quand même. Mais oui, parce qu'elles ont gardé... Congelées après cueillette, quoi, en fait. Exactement, ça, tout de suite, elles ont gardé leurs vitamines. Donc, on est bien. Vous avez des bons repères, finalement. J'ai pas encore ouvert, elles sont bien alignées dans le congélo, elles sont sublimes. Un bon début. Vous parlez aussi d'un aliment, le kéfir, qui aurait un fort pouvoir anti-inflammatoire. C'est quoi et comment on le consomme? Alors, encore une fois, il n'y a pas d'aliment miracle, mais le kéfir, c'est une boisson fermentée, gazeuse. Ce sont des grains, et ces grains sont faits de levure, de probiotiques, donc de bactéries, de polysaccharides. On va les faire fermenter, soit avec... Oui, ça paraît un peu étonnant comme ça. Mais non, c'est délicieux, franchement. Ah ouais. Vous le faites fermenter avec de l'eau, avec du sucre, avec des fruits, si vous voulez un kéfir de fruits. Je vais rassurer Julia tout de suite, vous pouvez en trouver des tout faits dans les magasins bio, des jus de kéfir, tout ça, voilà. C'est vrai. Et en fait, le secret, c'est la fermentation. Alors, quand vous faites avec un kéfir de fruits, vous allez fermenter le sucre, donc le sucre n'est plus un problème puisqu'il va disparaître. Vous pouvez aussi faire fermenter avec du lait, et là, il va y avoir une lactofermentation, c'est-à-dire que le lactose va disparaître et vont apparaître des ferments lactiques qui sont extrêmement bénéfiques pour le microbiote. Et en termes de calories, ça va avec le sucre? Alors, le sucre va disparaître. Donc oui, bon. on a tout à fait, on a des produits qui ne sont pas forcément trop sucrés. C'est light et c'est bon en plus, franchement, pour avoir goûté. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux de boire un kéfir à l'apéritif plutôt qu'un soda très riche en sucre. Et même sans sucre?
Même un soda sans sucre, vous préférez quand même le kéfir? Je suis pour les choses naturelles. Ouais. Ça, ouais. Le soda, vous le gardez pour une fois de temps en temps. On va prendre un exemple. Les patients qui souffrent d'arthrose, typiquement, ils ont de l'inflammation dans l'organisme à cause de cette pathologie chronique. Est-ce que chez eux, il y a, je sais pas, des aliments en particulier, justement, qui ont été étudiés pour être bénéfiques pour ces patients? Oui, ça va parler à beaucoup de monde parce qu'ils sont plus de 9 millions en France à souffrir d'arthrose. Et en effet, il y a beaucoup d'études qui montrent une alimentation très végétale, très riche en fruits, légumes, en céréales complètes, est très intéressante, en y rajoutant des oméga-3. Alors, les oméga-3, vous pouvez les trouver dans les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin. Si on l'huile d'olive, c'est pas terrible en oméga-3? L'huile d'olive, c'est une très bonne huile, mais elle n'a pas d'oméga-3. Mais en revanche, l'huile d'olive, elle a un intérêt. Elle a une molécule qui s'appelle l'oléocanthal, qui est anti-inflammatoire. Elle est passionnante, cette huile d'olive, surtout de première pression à froid. Mais alterner les huiles, en fait, c'est mieux, finalement. Oui, tout à Moi, fait. j'ai de l'huile de caméline dans mon frigo, par exemple. C'est une bonne idée. Elle est riche aussi. Mais il y en a qui ne vont pas faire chauffer. Oui, tout à fait, parce que sinon elles vont rancir. C'est le cas de l'huile de colza. Par contre, l'huile d'olive, on peut évidemment. Manger bio, est-ce que c'est mieux en ce qui concerne l'inflammation? Pour l'inflammation, c'est mieux en effet, puisqu'on évite les pesticides et que les pesticides sont considérés comme des agresseurs potentiellement pro-inflammatoires. Alors on a dit tout à l'heure que le mode de cuisson c'était important aussi pour ne pas en tout cas avoir plus d'inflammation dans l'assiette. C'est quoi alors le mode de cuisson idéal quand on a soit une maladie inflammatoire ou même qu'on a juste envie de ne pas avoir d'inflammation qui arrive, de prévenir, on va dire? Une cuisson qui prend du temps, une cuisson qui plus va c'est long, être plus douce c'est bon. Et plus c'est bas en fait. Ne pas dépasser, alors ne jamais dépasser 175 ici en degrés, mais même si on peut cuire en dessous, c'est encore mieux. Alors c'est sûr, donc ça même prend au du four temps. trop élevé, c'est pas bon en fait. Oui, parce que voilà, c'est par exemple le four, vous mettez une pomme de terre, elle va avoir son pouvoir sucrant, son index glycémique qui monte à cause de la haute température, et ça va devenir pro-inflammatoire. Alors que quand vous prenez une pomme de terre, que vous la faites cuire à la vapeur, et qu'encore vous lui gardez sa peau, eh bien son index glycémique, son pouvoir sucrant sera beaucoup plus bas. Le fait de garder la peau, c'est important. Et de cuire à la vapeur surtout, et de cuire moins haut en température. Il ne faut pas monter dans les tours, et pareil à la poêle, on ne monte pas trop dans les tours parce que parfois on nous dit il faut saisir. Je ne connais pas grand chose en cuisine, mais je vais avoir tous les cuisiniers de France contre moi, mais c'est vrai que pour l'inflammation, on va éviter de saisir, on va plutôt cuire doucement. Donc la même patate, elle peut avoir deux visages selon comment elle est cuite en fait. D'accord, c'est très intéressant. Et moi je prends du curcuma en complément alimentaire, ça sert à quelque chose ça? Alors ça sert à quelque chose si c'est associé, et c'est le cas souvent dans les compléments alimentaires, avec du gras. Parce que le curcuma, voilà, si vous le saupoudrez, en fait, ça ne passera pas la barrière intestinale. Il faut qu'il soit associé avec un petit peu de gras. Donc l'idéal, c'est quand même dans l'alimentation, de prendre votre curcuma et de le mettre un petit peu avec votre huile. L'huile de colza ou l'huile d'olive, comme ça, elle va passer. La gélule de curcuma dans une cuillère de Nutella. C'est une autre manière de voir les choses. Mais effectivement, ça doit marcher. Mélanie, merci pour ce bon conseil. C'était très clair, docteur Lacronière. Merci pour tout. On sait ce qu'il faut acheter et comment remplir efficacement son frigo pour une alimentation anti-inflammatoire, plus saine pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, on va lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Alors, je suis pas sûre pour le coup que ce sera totalement anti-inflammatoire, mais il y aura d'abord la chronique gourmande de Marion Sauveur. À l'occasion du Nouvel An chinois, elle va nous faire découvrir quelques saveurs pour fêter ça. Ensuite, nous écouterons les conseils beauté du docteur Owen Marco. Aujourd'hui, il va démêler pour nous le vrai du faux en matière de compléments alimentaires soi-disant bons pour notre teint, notre peau. Et enfin, il y aura la chronique mode de Sophie Braffman. Ce midi, elle va nous proposer ses prescriptions vestimentaires pour faire du sport. Et oui, c'est pas parce qu'on mouille la chemise que la chemise doit être moche après tout. Allez, à tout de suite sur Europe 1.